Amis du hack, bonsoir, bienvenue dans Les Activistes, votre podcast sur l'actualité du hack tous les lundis à 18h pour parler de l'actualité du premier et à jamais club de football français en partenariat avec France Bleu Normandie. Pour nous accompagner ce soir, il enchaîne télétravail en semaine et téléfoot le week-end, même si c'était be-in. C'est Romain qui est avec nous, le confondateur d'actu. Salut Romain. Salut à tous ceux qui ont perdu un derby ce week-end. À défaut de se défouler avec ses haltères, il va se défouler sur certains poids morts de l'équipe. Florian est également parmi nous. Salut Florian. Bonsoir à tous. Au sommaire de ce numéro des activistes ce soir, la bataille de Normandie, retour sur Hack Caen. Activez-vous avec vos réactions, je pense qu'il y en aura beaucoup. De l'élite qui se délite, le chemin de croix des féminines en D1 Arkema et quelques petites brèves du hack dont vous avez l'habitude. Cette émission n'est pas la nôtre, c'est la vôtre et nous allons vous le prouver maintenant. Les activistes numéro 11, c'est parti. Le Normandico, comme certains l'ont appelé, la bataille de Normandie pour nous, un derby et pas le derby. Bref, vous avez compris, retour sur Hack Malherbe. Petite composition des équipes, étude du groupe. Là encore, le bonneto habituel dans ces périodes a joué à plein. Pour raison de Covid, nous avons Godwin Bentil et Quentin Cornette. Ben Mohamed, qui était bon depuis le début de l'année, est suspendu. Et par contre, dans la case des retours, Oumout Meras, Jamal Tiaré et Woyo Koulibaly, avec une petite priorité à l'expérience dans le groupe, avec Joshua Kazimir, qui a été prié de ne pas prendre part à ce match. Composition de départ, messieurs. Mathieu Gorgelin dans les buts du classique. La triplette Mayembo, Gibo, Herzoy en défense. Ensuite, le Cal Basque à la charnière du milieu, Woyo Koulibaly et Meras sur les côtés. Et Fontaine, Alioui et Abdelui devant. C'était la composition qu'on pouvait voir et on était quand même dans le doute parce qu'on voulait voir quand même quelle était l'animation qui se dégagerait parce qu'on avait quand même de sérieux doutes sur comment est-ce que ça pouvait se passer sur le terrain. Florian, on va commencer avec toi. On pensait que Alioui serait peut-être en pointe et finalement on a vu Abdelli. Est-ce que tu as été surpris de cette utilisation de Imad par Paul Le Guen ? Alors oui et non, parce que Abdelli en pointe, évidemment, ça fait bizarre dit comme ça. Mais après, on l'a vu que sur le côté, depuis le début de saison, c'était pas top. Et que dans l'axe, c'était quand même un peu mieux. Donc il l'est mis dans l'axe, c'est pas gênant. Après, la compo en général, ça fait pas rêver. Enfin, certes, on a une défense qui est pour moi très correcte. Après, on joue à 5 défenseurs. Même si Meras maintenant est beaucoup plus ailier que défenseur. Enfin, moi, quand j'ai vu la compo, je me suis dit, c'est pas aujourd'hui qu'on va voir énormément de jeux. Après, on en parlera un peu plus tard. Mais quand tu regardes la compo comme ça, c'est. En fait, j'ai l'impression qu'on se répète à chaque fois qu'on fait une compo, mais on fait avec ce qu'on a, quoi. Tout simplement. Romain, toi, quelle est ton envie C'était du bricolage, c'était une fois de plus, il faut faire de l'attaque expérimentale faute de mieux, ou il y avait peut-être quelque chose d'autre à faire, même avec ces mêmes 11 joueurs sur la feuille de match au départ. Si on écoute Paul Le Guen après le match, il dit qu'il n'a pas voulu faire une composition défensive, qu'il a mis sur le terrain la meilleure équipe qu'il pouvait mettre. Alors moi, avec cette trêve internationale, j'avais bon espoir qu'on récupère des forces vives et la trêve finalement n'a quasiment rien apporté puisque on a perdu Bentil et Cornet à cause du Covid. Donc effectivement, après je vais pas prendre la défense de Paul Le Guen, mais effectivement c'est du bricolage, il fait avec ce qu'il a encore une fois. Cette défense à 3 et à 5 défenseurs sur les phases défensives, moi je vais rejoindre un peu un auditeur qu'on avait interviewé, je sais pas si vous vous le rappelez, c'est Renaud qui avait réclamé un peu cette formation. Moi franchement c'est pas pour me déplaire. Maintenant, est-ce que ça correspond à ce qu'on peut mettre en place au hack ? J'ai un gros doute. La tactique en tant que telle, moi, me déplaît pas. Maintenant, avec les deux pistons là sur les côtés qui sont censés courir à toute la longueur du terrain, que sont Meras et Koulibaly, est-ce que ça marche ? Est-ce que ça a marché ce week-end ? J'ai pas l'impression. Et puis quand on compte numériquement le nombre de joueurs à vocation défensive, ça fait quand même beaucoup de joueurs à vocation défensive sur le terrain. Et encore une fois, un gros manque de lien entre la défense et l'attaque, en passant par le milieu, un manque de construction dans tout ça. Tu parlais justement des deux pistons sur les côtés qui doivent nous faire. J'ai trouvé Meras un
peu discret au départ, et malheureusement Woyou Koulibaly va falloir travailler les centres en première intention parce que il y avait des possibilités et malheureusement il n'a pas su les exploiter au courant du match. Parlons du match en détail. Première mi-temps, je pense qu'on aurait pu arriver à la demi-heure, il n'y avait pas grand-chose. J'ai même posté, vu que la stat était tombée en cours de match, un seul tir lors des 23 premières minutes. Pour un derby, je vais appeler ça le football cidre en comparaison au football champagne. Ça avait pas le même goût, c'était pas la même chose. On voit Caen qui monte gentiment de rythme et pour clôturer après une première alerte, le but d'Imad Abdelli. Centre venant de la gauche, remise de Fontaine, Abdelli qui frappe en première intention alors qu'il était aussi au début de l'action. But superbe, le soupirail, 1-0 à la mi-temps. Ça commence plutôt bien. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette première mi-temps, Romain? Au tout début, j'ai trouvé que les Canets étaient beaucoup sur le pressing. On n'arrivait pas à sortir. Il y a eu plusieurs phases de jeu dans la première mi-temps. On n'a pas réussi à sortir le ballon. Mais est-ce que c'est Le Hack qui arrivait pas ou est-ce que c'est Caen qui avait mis la bonne tactique en place pour nous empêcher de sortir comme ça? J'ai quand même plutôt l'impression que Caen a plutôt bien joué les coups. Après, on termine sur une fulgurance, une superbe action. À une touche de balle avec une remise de Fontaine sur Abdelli qui va trouver vraiment le poteau, effleurer le poteau et ça rentre. Vraiment un très beau but. On peut retenir quoi de cette mi-temps? Alors le mot, ça serait quoi? Frustration, parce que j'ai envie de dire, on est capable de sortir des actions comme ça, des fulgurances comme ça en quelques secondes, et sur le reste de la mi-temps, sur 44 minutes, on fait absolument rien. On a été mis en danger plusieurs fois. Il y a Caen qui s'est installé tranquillement, qui a mis sa tactique en place. Je pense que, franchement, cette première temps, je pense qu'ils l'ont très bien joué tactiquement. On rentre au vestiaire avec un but d'avance, tant mieux. Est-ce que c'était ce que souhaitait Paul Le Guen? J'ai l'impression, encore une fois, avec la formation qu'il nous a sorti et le non-jeu que fait son équipe, j'ai l'impression encore une fois que c'était ça la tactique. Voilà, on est rentré 1-0 à la mi-temps. Je pense qu'ils étaient contents de ce qu'ils ont mis en place. Florian, est-ce que tu as la même analyse que Romain sur le match ou est-ce que si Gioacchini avait mis son but en première période, ça aurait été complètement différent au niveau du rendu que tu avais du match? Bah non, quand on regarde la mi-temps, on sent que c'est quand même pas un grand hold-up, mais un mini quand même. Parce que les Canets ont été beaucoup plus insistants, beaucoup plus d'envie dans les duels et tout ça. Après, moi j'ai des souvenirs d'action où c'était horrible à voir parce que on voit trois Havrais, dont Abdelli et Alioui. Après, il y en a toujours un autre Havrais qui accompagne, contre 6 ou 7 Canets. Enfin, quand on voit ça, la probabilité que ça arrive à déboucher sur une action, bah, elle est quasi nulle. C'est c'est affreux, comme il l'a dit Romain, le nombre de joueurs à vocation défensive, c'est impressionnant. Quand on regarde, à mon avis, la compo, il y a quoi? Il y a Abdelli Alioui offensivement. Après, Meraz, maintenant, c'est un peu plus offensif, mais sinon, le reste, c'est plus défensif. Enfin, c'est horrible à regarder. En plus, à un moment, bah, la compo, il nous l'annonce comme un 5-2-3, un truc comme ça. Au final, on voit que c'est un 5-3-2 parce que vu que Fontaine revient au milieu de terrain, donc c'est Abdelli Alioui, débrouillez-vous. Non, c'est heureusement que Abdelli a cet éclair de génie d'enrouler cette frappe et par chance, c'est un poteau rentrant parce que ça aurait pu être un poteau et ça ressort. On s'en sort très très bien à la mi-temps. On a l'impression de leur avoir mis le coup derrière la tête parce qu'un tir, un but, juste avant la mi-temps, c'était carrément le coup parfait, quoi. On peut féliciter Imad pour son premier but en professionnel aussi, les gars. On peut profiter parce que c'est un beau but et puis c'est son premier en pro. Malheureusement, il intervient sur une défaite, mais bravo à lui, quoi. Imad Abdeliti hier soir, on pouvait le dire. Deuxième mi-temps, donc on revient avec les vestiaires. On apprendra plus tard que, bien évidemment, Pascal Duprat a été très très en colère, on peut le concevoir. Des possibilités de doubler la mise, ça se termine entre autres encore avec Imad Abdelli qui nous fait un festival dans la surface de dribble qui malheureusement ne peut pas se terminer en frappe, et sur la continuité de l'action, Alioui qui va frapper le poteau. À 20 cm près, ça faisait 2-0 et la messe aurait été dite. Malheureusement, on le sait, quand une équipe comme ça ne réussit pas à faire le break, on n'est jamais à l'abri d'un mauvais coup.
Et ben, le mauvais coup a été porté par Johan Cour, qui bonifie un placement d'Herzeuil qu'on qualifiera d'étonnant sur un centre de Yacine Bamou. Donc, égalisation un partout pour Malherbe. Arrivera ensuite la fameuse action du penalty, on va y revenir en détail. Et pour conclure donc la rencontre, Fontaine qui sur le coup franc de la gagne fait une jolie passe à Rio. Voilà, je pense que ça conclura ça, mais on va revenir vraiment plus en détail de la spécialité de ce qui a été fait de cette deuxième mi-temps. Tu mènes, tu recules, tu te fais avoir. Florian, pour toi, cette deuxième mi-temps, qu'est-ce que tu en retiens? Pour moi, c'est carrément la compil conforme de la première, des canets un peu plus joueurs, c'est pas vraiment le mot parce que c'est pas non plus exceptionnel en face, mais nous on jouait moins, un peu plus de pressing, on a eu une occasion parce que c'est sur la même action qui aurait pu amener un 2-0. Ensuite derrière on voit un Herzog, je sais pas trop où il est parti, mais il a eu une absence, je pense, puis il a oublié de revenir. Donc ça leur amène un but qui est somme toute assez mérité, je trouve, sur l'ensemble du match. Ensuite, pour le penalty en lui-même, je vais pas revenir dessus parce que c'est du football. Si ça avait été un vrai qui aurait fait ça, on lui aurait pas tombé dessus parce qu'il aurait fait gagner son équipe, même si c'est pas super beau et très fair play. Et on n'y aurait pas tombé dessus. Donc je vais pas tomber sur le canet. Il a joué le jeu, c'est à l'arbitre de pas tomber dedans. Donc là, l'arbitre est tombé dedans. Le problème pour moi, c'est que c'est apparemment, d'après les commentateurs de BeIN, une arbitre internationale. Donc j'ai très peur pour les matchs internationaux qui vont venir parce que si comme ça siffle péno, pour voir des matchs de district et en avoir fait, ça siffle jamais quoi. Enfin, vraiment, même si le contact est un peu plus rugueux, ça se siffle pas ce genre de péno. Donc c'est un peu agaçant sur ça. Après, j'aimerais revenir aussi sur PSG qui fait des changements assez douteux. Alors après, je connaissais pas l'état de fatigue des joueurs, mais faire sortir Adélie le meilleur joueur. Il a demandé, Florian, il a demandé à sortir. Ouais, il a demandé. Bon, ça explique cela, mais bon, il y a des joueurs le Fontaine qui est encore sur le terrain. Bon, bref, ça c'est un peu frustrant, mais on a l'habitude. Après, j'aimerais savoir s'il y a un spectateur, un supporter vrai qui s'attendait au dernier coup franc du match à quelque chose. Personnellement, quand j'ai vu le coup franc que c'était Fontaine, j'ai fait bon bah, ok. Moi, je peux déjà te dire, j'ai Julien qui nous avait parlé hier, il m'a dit quand il a vu que Fontaine allait frapper le dernier coup franc, il a éteint la télé. Avant de se Ouais, voir. Il a dit ouais, j'ai vu le ça coup sert à franc. rien. Moi, C'est dur, moi, mais quand j'ai vu le coup franc, la question que je me suis posée, ce n'est pas est-ce que ça va être dangereux, c'est est-ce que ça va être tribune ou sur le gardien. Mais vraiment, c'est arrivé à un point où je suis sûr que même si Fontaine avait un péno, je me dirais bon, bah, c'est foutu. Enfin, c'est terrible. Après, comment dire, je trouve que le résultat est un peu sévère, sans non plus être démérité, parce que bah, on n'a rien montré. Je pense que le nul aurait été très logique. Après, on se prend un fait de jeu, il aurait été dans l'autre sens, on aurait été content. Là, c'est pas le cas, ça arrive. C'est le foot, on dira, même si c'est pas vraiment le foot que j'aime. Après, enfin, j'aimerais aussi soulever, on a parlé de Limad qui a fait un excellent match. Moi, j'aimerais aussi parler de Boutaïb, qui depuis son arrivée fait des stats exceptionnelles. Encore une belle recrue du hack. Enfin, on, on a besoin d'attaquants. On avait parlé depuis le début, avant même qu'il arrive, que si Thierry se pète ou quelque chose comme ça, on allait dans le mal. Là, on a Thierry qui revenait, Bentil qui pouvait pas jouer. On avait besoin d'un attaquant. On a un attaquant, mais il peut pas jouer. C'est là, je sais plus quoi dire parce que franchement, c'est affligeant. J'ai pas les mots sur cette situation. Alors, on nous dit qu'il va arriver en décembre. Bah, j'espère quand même parce que ça fait quand même quoi, ça fait peut-être un mois qu'il est là. Je compte même plus. Aucune présence. c'est la clôture du mercato, donc c'était début octobre de mémoire. Hein, comme ça fait Voilà. 6 semaines. Ça fait 6 semaines qu'il fait les entraînements. On sait qu'il n'est pas payé, donc ça fait un compagnon d'entraînement qui est intéressant. Mais on avait aussi souligné que le fait que on n'était pas à l'abri de par l'effectif qu'on avait en attaque, de vite se retrouver
potentiellement en difficulté si il devait arriver un problème. Et arrivé le problème parce que Godwin Bentin, malheureusement, il a chopé le virus et Jamal était pas prêt parce qu'apparemment moi j'avais été étonné quand on pensait c'est déjà le match avant la trêve donc à Grenoble il était limite à pouvoir jouer et on apprend seulement que en fait il l'a apparemment chopé aussi pendant la trêve, ce qui fait qu'il a eu que 2 séances d'entraînement dans les pattes avant le match de samedi. On savait que ça pouvait arriver, c'est arrivé et il a fallu à nouveau bricoler. Romain, toi pour la deuxième période, quel est ton sentiment sur ce qui s'est passé? On revient avec quelques intentions. Ça dure pas très longtemps. J'ai même l'impression que c'est plus les Canets qui nous laissent jouer qu'autre chose. Et puis donc tu l'as dit, il y a Imad qui a une action, qui fait encore une fulgurance, des très beaux dribbles là dans la surface. Malheureusement, ça paye pas. Et puis après, on se fait punir, mais bon, c'est naturel. Après, le match nul n'aurait pas été volé. Personnellement, c'était mon prono 1-1, et puis c'était le tarif des derniers à Caen à domicile là. Donc non, ça aurait pas été volé parce qu'en face, c'était pas non plus extraordinaire. Maintenant, le fait de jeu sur le penalty. Mayembo, est-ce que Mayembo lui cache la vue c'est ce qu'il a l'air de se dire. Mais bon, ça se voit à des kilomètres que le gars, il va chercher à obtenir un penalty. De toute façon, il est dos au but, il a le ballon, il n'y a pas de coéquipier qui va l'aider. C'est sa seule issue. C'est sa seule issue au gars. Donc, je veux dire, par expérience, je suis pas arbitre, hein, mais par expérience, je pense que Madame Frappard, qui est arbitre international, elle aurait pas dû se faire avoir. C'était sa seule issue. Il a tenté, il l'a eu. Comme dit Florian, on peut pas en vouloir au Canet. Est-ce que ça fait partie du jeu? C'est un peu de l'anti-jeu quand même, mais bon, voilà, aujourd'hui dans le football, on sait très bien que ça va fonctionner comme ça. Tenté, il l'a eu, et malheureusement, c'est 0 point pour nous au final. Maintenant, l'équipe, j'ai vraiment du mal à la regarder évoluer. Il n'y a pas d'âme. Quand on voit que d'autres équipes à côté, d'autres formations carburent, je commence vraiment à m'inquiéter pour le hack. Je commence vraiment à m'inquiéter. Je m'inquiète parce que il y a pas de projet. Il n'y a pas de projet de jeu. On repart sur une saison encore où on voit pas éclore un projet, on voit pas éclore un. Alors d'accord, il y a le Covid à côté de ça, on n'a encore pas pu aligner le 11 type qu'on aimerait voir sur le terrain. Maintenant, j'ai envie de dire que le Covid, il est quand même, alors il y a du hasard, mais il est quand même présent dans un certain nombre d'effectifs de la Ligue 2. Donc ça fait partie direct du jeu de cette saison. Donc, est-ce qu'on est plus touché que les autres? Est-ce qu'il y a plus de circulation et du fait que toutes les semaines on a ces Covid suspensions? Faudrait qu'on regarde un petit peu les autres effectifs, comment ça se passe. Faudrait qu'on aille un peu interviewer d'autres supporters, savoir si les autres effectifs c'est un peu comme ça. Voilà, est-ce qu'au final, on peut tout mettre sur le dos du Covid? Je suis pas sûr parce que y a pas beaucoup d'âme dans cette équipe. Il y avait de toute façon, on parlait de la justesse de l'effectif avant précédemment avec Florian. Même Paul Le Guen a souligné en conférence de presse d'après-match le fait que même au niveau de joueurs qui étaient à Caen, il avait contacté initialement des mecs qui étaient sur le banc de touche de Caen hier soir. Ce qui montre juste une histoire de profondeur de banc qui est plus forte en moins en attaque à Malherbe que chez nous, et ça c'est pas une nouveauté. Moi j'avais parlé dans le conducteur qu'on a fait de cette émission, j'avais appelé le penalty de la honte. C'est même plus ça vraiment. C'est avant il y avait une erreur d'arbitrage, c'est l'arbitre voit la décision, il se trompe. Là on a inventé maintenant l'arbitrage à l'aveugle. C'est que pour moi Fernand Mayembo bouge complètement l'angle. J'ai pris une prise de vue justement au moment où on voit que Stéphanie Frappard a dans l'axe de l'action Fernand Mayembo, elle ne peut pas voir l'action. C'est même pas qu'elle se trompe, c'est qu'elle peut pas voir l'action. Donc, dans le doute, elle a sifflé. Ce qui est, on m'a toujours dit, moi, au niveau de l'arbitrage, c'est dans le doute, on s'abstient. Là, c'est dans le doute, j'ai sifflé. On va pas, on est assez d'accord là-dessus sur dit, Gioacchini, il a fait ce qu'il avait à faire. C'est sale, mais c'est le football. Il y a pas de problème là-dessus.
Stéphanie Frappard est tombée dedans, ça peut arriver. Par contre, qu'elle se trompe en n'ayant pas vu l'action, là, ça me gêne déjà beaucoup plus. Mais ça ne doit pas par contre cacher les insuffisances qu'on a eues hier, c'est-à-dire effectivement, encore une fois, un manque de jeu, encore une fois, on recule, et encore une fois, on se fait punir, et on se fait punir logiquement. Peut-être que si on perd, c'est dur, voire très dur, mais le fait que Caen égalise, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Ça aurait été un score logique et régulier de ce qui se présente sur les confrontations qu'il y a entre ces deux équipes à Océane. Voilà, bon, on a perdu maintenant, il y aura sûrement des leçons à tenir et puis un rebond à avoir parce qu'on a bien vu que le championnat était tellement serré. Si on avait tenu, on était deuxième et maintenant on a perdu, on est 12e. C'est dire à quel point quand même ce championnat est très très serré et il n'y aura pas de conclusion définitive qui se fera avant un petit moment. On en a terminé, nous, au niveau de notre analyse sur ce match. Maintenant, chers auditeurs, c'est à vous. Activez-vous, c'est maintenant. Romain, tu as eu beaucoup de travail, je pense, suite au match de samedi soir. Qu'est-ce qu'ont pensé les internautes de cette rencontre? Comme d'hab, beaucoup de réactions de nos followers et on les remercie toujours. On a Polo Elage qui trouve que la première mi-temps a été dégueulasse des deux côtés. En deuxième mi-temps, il trouve que c'était mieux, qu'on dominait, qu'on a loupé de deux grosses occasions au début de la mi-temps et puis derrière on se fait punir avec une largesse défensive qui nous coûte un but. Bon, il revient sur la position d'Ersoy. Après ça, l'avantage psycho est pour Malherbe avec le coup de pouce de l'arbitre en supplément. Oui, bon, bah, c'est un petit résumé de ce qu'on a dit, oui. Peut-être deux, trois trucs auxquels il va un peu loin, mais oui, dans l'ensemble, on est à peu près d'accord. Fanatic du 76-13 qui dit qu'il est tellement dégoûté qu'il n'a pas les mots. Il a trouvé un hack aux deux visages. Première période, on prend notre temps et on score sur une bonne phase de jeu. Mais la différence, c'est que quand on joue un match pendant 90 minutes, il y a certains joueurs qui lui ont fait plaisir. Maintenant, il y a pas péno, mais il trouve que de toute façon, le hack qui joue bien trop défensif ne peut pas espérer mieux cette saison. Donc messieurs, nous sommes en mini-crise et PSG à la clé, doit trouver la clé pour répondre à Sochaux. Bah, le truc surtout, c'est qu'une mini-crise, je sais pas, mais c'est que faut essayer de pousser la chose. Duprat, lui, il avait dit, moi, mon équipe, avant la 15e minute, on ne sait pas ce qui peut arriver et il a gagné des points assez loin. Moi, j'avais noté justement cette petite stat, c'est au niveau des points gagnés et des points perdus par le HAC en deuxième période. Moi, je pensais que ce serait beaucoup plus. En fait, le HAC a perdu 5 points cette année en deuxième période. Il en a gagné 2. Il en a perdu 1 à 3, 1 contre Niort et 3 donc pour 2 points gagnés à Nancy. Ce qui veut quand même dire qu'on a perdu 4 points en deuxième période à la maison. Bon, et bizarrement, bah, c'est peut-être les points qui nous manquent là pour être tout en haut. C'est un sujet d'amélioration peut-être pour Paul Le Guen. On a Ackman qui trouve que la compo est indigne d'un prétendant à la montée, 0 attaquant au départ. On peut rien faire avec cette compo. Paul Le Guen doit revoir sa copie et vite prendre un joker offensif. Bah, c'est bien, le joker offensif, il va arriver en décembre. On peut rassurer l'auditeur, ça va arriver bientôt. Malheureusement, bah, quand on en a besoin, on peut pas aligner. Voilà, c'est encore une fois l'incompétence du hack. Enfin, incompétence, c'est peut-être un mot fort, mais c'est pas pro, on va dire. On va attendre de voir aussi pour la qualification de Boutaï, parce que beaucoup de monde dit en janvier ça sera fait. Moi je sais pas si Si effectivement, à suivre de près, ouais. À suivre de près, parce que si le problème se prolonge avec le Zamalek, on va attendre de voir, mais c'est que là, il est certain, il est temps. Là, il est temps. On a Deschasses qui nous dit qu'à la base, on n'a pas un effectif de très bonne qualité suite à un mercato qui, à son avis, n'était pas à la hauteur. Blessures et coups durs affaiblissent encore cet effectif, donnent peu de possibilités tactiques à un entraîneur qui fait de drôles de choix et donc des erreurs. En bref, on est faible à tous les niveaux. Et si on n'était pas totalement largué jusqu'ici, c'est juste parce que les autres sont faibles aussi dans une Ligue 2 assez affligeante. Surprise? Non, pas du tout. Ah bah c'est analyse parfaite. Moi, j'ai rien à dire de plus. Oui, mais on l'a dit, de toute façon, c'est pas notre niveau qui fait qu'on est plutôt pas mal, c'est le fait que ce soit tellement mauvais dans l'ensemble de la division que, au final, bah, si t'es que mauvais, bah, t'arrives à surnager quand même. On a Carpet Hack qui est déçu dans l'ensemble du match, arbitrage, jeu, il manque une âme dans cette équipe, triste de perdre un derby à la maison. Oui, c'est toujours chiant de perdre à la maison. Pour aller plus loin d'ailleurs, par contre,
perdre, on dit t'as pas le droit de perdre. C'est très bien que c'est des phrases, mais que quand l'adversaire en face est meilleur, bon, bah, ça peut arriver. Par contre, que hier soir, on laisse les Canets s'amuser sur le terrain après match, pendant le temps qu'il faut. On va faire les photos au pied du parquage. Et il y en a pas un pour éteindre l'éclairage et pour allumer l'arrosage. Bah, tu fais pas ça chez toi, normalement. Ouais, Bah, c'est tu fais clair. pas ça chez toi. Ces images m'ont fait très mal aussi. On a Clément du Havre là, qui dit à un moment, il va falloir se demander si Le Guen fait ce qu'il faut pour gagner. Une bonne première mi-temps, mais après le but inscrit à la 45e, je sentais que ça allait nous faire du tort. Et ça n'a pas loupé. Une deuxième indigne d'un prétendant à la montée. Pourquoi lâcher le jeu à ce point? Surtout quand on a des artistes comme Merach, Abdelli ou Alioui. On pourrait tellement mieux faire malgré notre effectif limité. Ça paye contre Pau ou Dunkerque, mais cette tactique est perdante contre Caen, Grenoble. J'ai peur que ce soit la défaite de trop, qu'on ne se relève pas. C'est un peu ça le truc. C'est en fait, on sait qu'on a dans l'effectif, on en a peut-être pas énormément, mais on a quand même des joueurs qui sont capables d'amener un peu de vivacité, un peu de jeu. Alors ça demande peut-être du travail, ça demande peut-être à être mis en place, mais à un moment peut-être qu'on pourrait tenter. Il faut assumer juste à un moment le déséquilibre que tu veux avoir si tu veux jouer plus offensif. Hein. Niort, ils assument d'être déséquilibrés pour jouer plus offensif. Alors c'est sûr que ça fait prendre des buts, mais d'un autre côté, ça te donne plus de possibilités. Est-ce qu'on accepte de jouer encore longtemps avec 4 occasions dans le match? C'est un choix, mais faut juste l'assumer. Et puis j'ai choisi de vous partager une réaction d'un Canet qui est venu réagir, intelligemment réagir, j'ai envie de dire. Salut les Havrais. Pour moi, ce qui vous fait du tort, c'est votre match. Si on le résume, un tir, un but, 11 derrière en 5-4-1. Si ça vous réussit, tant mieux, mais c'est pas hyper joli. Après, oui, il n'y a pas péno, mais les derniers retournés, faut choisir. Il y a quand même, on remercie en tout cas les quelques supporters canets qui veulent partager. Je parle pas de ceux qui viennent là, la Normandie, rouge et bleu, et les types qui ont 20 ans et qui se croient plus intelligents parce qu'ils ont gagné hier. On parle vraiment de ceux qui ont envie de débattre, y compris nos amis de Malherbe Inside. On les remercie encore une fois de leur salut. La plupart quand même reconnaissent qu'il n'y avait pas pénalty. Donc déjà, merci pour leur honnêteté, mais effectivement, ça rejoint aussi les analyses qu'on avait fait précédemment. Merci chers auditeurs et chers internautes de nous avoir partagé votre avis. Nous allons attaquer maintenant notre deuxième sujet. Partons maintenant du côté des féminines en D1 Arkema. Jingle Huvenard. Parce que j'espère bien prendre des points contre des équipes comme Paris, Lyon, Montpellier et Bordeaux. Voilà. Grand format sur les féminines qui, après avoir obtenu leur montée sur la ligne d'arrivée la saison passée, sont arrivées dans la division 1 avec certaines ambitions et des moyens non négligeables pour un promu. Après une belle victoire d'entrée face à son compagnon de promotion, le HAC reste désormais sur une série terrible, un seul point pris sur les 8 matchs suivants et Lyon et le Paris Saint-Germain se profilent à l'horizon. Entre Covid et blessures, les explications aux difficultés sont là, mais comment faire pour renverser la vapeur et accrocher une 10e place dont tout le monde se satisferait désormais? Comment le projet porté par Laure Lepailleur peut se construire quand le vaisseau amiral tangue tant? Analyse avec vous, chers auditeurs. Romain, c'est compliqué en D1 Arkema pour les féminines. C'est difficile. Qu'est-ce que tu penses de la saison telle qu'elle se passe pour le moment? L'apprentissage est plus que compliqué, oui. On n'est pas, le point de passage est pas bon. Par rapport aux objectifs qui étaient quand même à la base, on va dire, c'était le championnat de seconde partie de tableau, mais c'était quand même d'être dans les premières places de cette seconde partie de tableau, ce qui veut dire à peu près, allez, 7e, 8e, on visait à peu près une place, allez, 8e, on s'en contenterait largement, et comme tu l'as dit aujourd'hui, si demain on nous dit que le HAC termine 10e de D1 Arkema, et ben on sera tous heureux parce qu'on sera sauvés, et on se contentera aujourd'hui, je pense, largement et très largement de la 10e place. Il y a eu beaucoup de recrues, il y a eu beaucoup de changements. Est-ce que là, il faut que la mayonnaise... alors, il y a beaucoup de mayonnaise à prendre. Il y a l'AD1, c'est nouveau. Ça doit pas du tout être le même jeu qu'en Division 2. Pas le même niveau du tout. Beaucoup de recrues. Il faut que la mayonnaise de tout ça prenne aussi. On a été pas mal touché en début de saison par des blessures et il manque encore la capitaine, j'ai envie de dire maintenant l'ex-capitaine pour l'instant qui est blessée en défense centrale.
Bon, après, si on regarde un peu le classement, on n'est qu'à 2 points finalement du premier non relégable, donc on n'est pas si loin, mais c'est parce que les deux autres sont pas terribles non plus comme nous, quoi. Donc cette défaite, ça fait très mal. Est-ce que aussi il n'y a pas la mayonnaise mentale qui doit essayer de prendre, puisqu'on était habitué depuis le lancement de cette section féminine à gagner. On avait la culture de la gagne et on gagnait tous les week-ends. Et des fois on gagnait très largement. Maintenant, il faut apprendre à perdre et à apprendre de ces défaites et à se relever et donc à s'améliorer au fur et à mesure de ce championnat de D1. Tout se jouera sur la phase retour et tout se jouera contre des adversaires comme Soyaux, ici, le Stade de Reims et Guingamp, où là, les erreurs ne seront vraiment pas permises. Florian, en complément de ce que vient de dire Romain, est-ce que tu vois, toi, des points d'amélioration à apporter d'urgence à la section féminine pour éviter le retour à la division inférieure? Des points améliorés, oui, je pense que, comme a dit Romain, c'est l'aspect mental. Il a totalement raison sur le fait que cette équipe n'est peut-être pas programmée pour perdre des matchs et jouer le maintien. Bizarrement, ça me rappelle un peu, alors c'est pas le même projet, mais l'équipe de Lille masculine, qui avant que Galtier arrive, avait créé une équipe pour jouer l'Europe et qui, au bout de quelques mois, jouait le maintien et perdait encore et perdait encore. Pourquoi? Parce que cette équipe n'avait pas de mental et n'avait pas de patron qui avait déjà connu les sensations de jouer le maintien et du coup ça ne prenait pas sur le terrain et au fil des matchs, la confiance ne revenant jamais, ça enchaînait les défaites. C'est à peu près le même constat ici. Alors après, je suis pas un spécialiste de foot féminin. Peut-être qu'il y a des gens qui ont connu le maintien euh, en D1 par le passé et sont venus renforcer l'effectif, mais on a cette sensation qu'il manque ce petit côté de vie, ce côté mental qui pousse à tenir un match nul, à prendre des points là où on n'en attend pas. On voit souvent que nos Havres mènent au score, mais se font remonter et perdent à la fin. C'est ce genre de petits détails tout bêtes. Par exemple, hier contre Montpellier, on s'attendait pas non plus à une victoire. Contre Montpellier, on en avait parlé, mais elles ont mené au score et au final, elles perdent 3-1. Peut-être qu'avec un peu plus de vis, d'expérience, le match nul aurait pu être pris. Donc c'est vrai Bah, que elles ont même failli gagner. Hein. C'est le pire, c'est que elles ont l'occasion du 2-1 et l'attaquante bat la gardienne et c'est une défenseuse qui sauve sur la ligne. Et au final, sur le renvoi, bah, c'est les Havrais qui prennent le but. Donc c'est un très gros coup derrière la tête face à une équipe supérieure en face. Et une fois de plus, malheureusement, ça finit en défaite. Le scénario est cruel, mais malheureusement, les points et l'absence de points sont là. c'est ça, et ça montre bien le fait que c'est un petit aspect de vice et de mental qui ont du mal à suivre. On dit toujours que la chance se provoque, mais la malchance aussi, elle se provoque. Par exemple, tirer et être contré et se prendre un contre juste derrière, c'est exactement ça. Alors après, il faut pas perdre de vue que quand on regarde les stades, alors certes, une victoire, un nul, cette défaite, si on prend juste ce côté-là, c'est assez triste et on espérait mieux. Mais quand on voit 9 buts marqués, 15 concédés, alors c'est quand même à pondérer parce qu'il y a quand même les deux ogres qui vont arriver prochainement, donc on fera le bilan après ces deux matchs. Mais c'est pas catastrophique. J'ai noté que Soyaux, qui est juste devant, c'est pire. Ici, les Moulineaux, c'est une catastrophe, eux, niveau goal average. Que, que c'est même mieux que Dijon et c'est identique à Fleury qui est cinquième. Alors pareil, il faut rappeler que Paris et Lyon n'ont pas été joués, mais il y a quand même un motif de satisfaction, c'est que l'équipe est, quand je dis est solide, c'est sur l'aspect de sur le terrain marquer des buts et en concéder. Le problème, c'est que ça va être des défaites de un but ou deux buts d'écart. Et on en avait parlé avec Le Havre quand il gagnait que des 1-0 très moches. Il vaut mieux se prendre un bon petit 10-0 contre Lyon et derrière prendre des points que perdre tout le temps des 1-0 ou des deux buts d'écart. Et malheureusement, pour nos Havres, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Donc il faudra relever la tête. À noter que les deux matchs importants vont arriver en fin janvier et début février. Donc c'est contre Soyaux. Non, c'est ici et Molino et Guingamp. Et que si il n'y a pas de point qui est pris là, ça va être une catastrophe. Sachant que dernière journée,
c'est contre Soyaux qui est actuellement avant-dernière. Donc il y a possiblement un match du maintien en dernière journée en espérant qu'il y ait encore quelque chose à jouer. Sachant que ce sera à Soyaux, de mémoire le match aller avait eu lieu à Océane, et que effectivement là, ce qui est terrible en fait, c'est qu'on se dit que le HAC va peut-être devoir jouer son maintien à fin février. Il faut qu'à fin février tu aies tes points, parce que après ça risque d'être potentiellement compliqué, parce que tu retrouveras toujours le quatuor fou en fin de championnat. Donc là, si tu grattes 2 points, tu seras contente, mais il faudra s'améliorer, faudra avoir les points avant, et en espérant être pas trop mal placé pour aller jouer le maintien à Soyaux, en espérant que ce soit pas un match qui déjà ne servira plus à rien. Après, faut peut-être aussi réintroduire une toute petite dose d'humilité dans tout ça, quoi. Parce que aujourd'hui, on a pu lire quand même dans la presse, voilà, on sait qu'il y a des gros objectifs pour la section féminine au HAC. On sait que Laure Le Pailleur est arrivé avec des gros objectifs pour cette section féminine, mais aujourd'hui, je pense qu'il n'est pas question de ça. Aujourd'hui, il est question de sauver l'équipe féminine en Division 1. On est que fin novembre, mais on voit bien que, on vient de le dire, ça va se jouer très rapidement. Si fin janvier, début février, on n'est pas mieux placé que ce qu'on est aujourd'hui, malheureusement, ça pourra aller très vite vers la D2. Donc finalement, le sauvetage de cette équipe féminine, c'est la priorité pour l'instant, j'ai envie de dire. Un repassage en D2, une redescente, reconstruire le projet est là, une remontée et réorganiser en sachant les erreurs du passé et aussi être beaucoup plus humble, ce serait peut-être, je dis pas que ce serait mais ça serait en soi pas une catastrophe non plus. Le problème de la redescente, c'est la pièce en l'air. On entend toujours, il faudrait redescendre pour remettre à plat certaines choses. Une descente, c'est toujours traumatisant si t'es monté et que tu redescends aussitôt parce que t'étais pas programmé de toute façon pour te maintenir, tu peux éventuellement le faire. Là, ça peut remettre en cause. Forcément, il y aura des grosses remises en cause parce que ça serait, on n'y est pas encore et on souhaite que ça n'arrive pas, ça serait le premier couac dans l'aventure HAC féminine telle qu'elle est envisagée par Vincent Volpe. Donc on verra ensuite ce qui ressortirait de ces changements-là. Pour le but, pour le moment, on est bien derrière les filles, mais effectivement, comme tu disais, Romain, il y avait des mots qui ont été employés, qui auraient eu leur place en avant-saison, qui n'ont peut-être pas leur place alors que tu es dernière au classement et que pour le moment, tu essaies surtout de sauver les meubles. Et nous en avons fini en tout cas avec les filles. On vous souhaite bonne chance, mesdemoiselles. Sauvez-nous la place, et c'est tout ce qu'on vous demande pour le moment. Eh bien, il est temps pour nous de passer à quelques petites brèves du HAC. C'est maintenant. En bref du HAC, pour cette semaine, nous avions voulu vous parler du calendrier qui est à nouveau chamboulé. Une décision de l'Élysée a confirmé que les huis clos seraient prolongés jusqu'en janvier 2021 au minimum, et que par conséquence, le 8e tour et le 32e de finale de Coupe de France sont reportés. Petite conséquence à notre niveau, ça fait que la journée qui était prévue en semaine sera décalé au 12 décembre au lieu d'être le 15, mais ça ne changera pas grand-chose pour le HAC étant donné que le match le concernant c'est Clermont et qu'il est juste décalé du mardi au lundi. Vous aurez juste à aller sur beIN au lieu de Téléfoot pour le voir. Messieurs, parlons du calendrier plus en général. On en avait parlé dans le numéro 0 des activistes. On l'avait déjà vu, ce calendrier de novembre-décembre, et à la suite du match contre Malherbe, il prend une tournure d'autant plus importante. Petit rappel des matchs à venir. En alternance extérieur-domicile, premier match à l'extérieur. Sochaux, ensuite Auxerre, nous allons à Ajaccio, nous recevons Clermont, nous allons à Toulouse, et pour finir avant la trêve, nous recevons Rodez. À chaque fois, par groupe de 3 matchs en une semaine. Ça va être chaud, ça va être compliqué. Il y avait déjà des soucis dans la gestion de l'effectif. Si en plus, à côté de ça, s'accumule la fatigue et de potentielles blessures liées à des terrains plus lourds, ça risque d'être compliqué. Romain, toi, le calendrier en tant que tel, on a peur, on n'a pas peur, on y va?
On a très peur. Non, on a très peur. Non, franchement, c'est pas un calendrier facile qui se profile devant nous. Comme tu l'as dit, déjà l'intensité des matchs et puis les adversaires. Aller à Sochaux après 2 défaites, avec l'effectif qu'on a en ce moment, je le sens pas. Enfin, Sochaux derrière nous, mais on va dire on fait à peu près le même début de saison. Recevoir Auxerre qui vient de mettre une trempe au Paris FC à Paris, avec un Mickaël Le Bihan qui est en feu depuis 3 matchs, puis qui connaît bien le stade Océane. Voilà, donc non, ouais, sincèrement, j'ai très peur. Et puis voilà, aller à Ajaccio, pas de commentaires, ça va être compliqué. Voilà, non, ça se présente pas très bien. Ça se présente pas très bien pour le HAC. Et c'est ça aussi qui me fait peur quand j'ai dit que j'avais peur tout à l'heure, c'est et l'effectif actuel, et le projet de jeu, et le calendrier. Florian, pour toi, est-ce que c'est la même analyse que tu fais? Alors oui, c'est un calendrier qui ne m'inspire pas confiance. Après, le problème, c'est que les 6 équipes que tu as citées, tu les changes par 6 autres équipes de Ligue 2 et je te dirais la même analyse parce que tout le monde peut battre tout le monde en fait dans cette ligue. On est 10e à égalité avec Sochaux qui est 12e. On a 4 points du 2e. Il y a 10 places d'écart. Enfin, il y a 4 points d'écart entre le 12e et le 2e. Donc, qu'on affronte le 18e ou le premier, on me dira que ça sera un match compliqué de toute façon. Donc, on affronte Sochaux 12e, Auxerre 3e, Ajaccio 18, Clermont 6e, Toulouse 8 et Rodez 17. Quand on voit que le A fait des matchs nuls à la maison contre Châteauroux qui était à peu près 17-18, quand on voit qu'on va perdre contre Paris FC qui est premier, mais qu'on va gagner contre Guingamp qui est dans le top 10, puis ensuite, comme je le dis, on vous changez 6 équipes par 6 autres équipes et on dira que le calendrier est quand même compliqué. Donc, en fait, ce qui m'inquiète le plus, c'est plus l'effectif qui est pour moi pas assez conséquent pour jouer les objectifs cités en début de saison. Mais le calendrier en lui-même, je suis pas étonné. C'est la Ligue 2, c'est hyper compétitif dans le mauvais sens parce que tout le monde a le même niveau, que ce soit faible ou fort. Il y a peut-être le Paris FC qui se dégage un petit peu. Mais sinon, tout le monde peut battre tout le monde et tout le monde peut espérer à la montée ou jouer le maintien en fonction de la série de victoires ou de défaites qui se profile devant eux. Allez, un joli calendrier de l'avant, en tout cas, qui se prépare avec 6 rencontres à disputer d'ici un mois. On regardera où nous en serons après ces 17 premières journées, en espérant que ce soit plutôt vers le haut du classement. Et c'est fini pour ce soir. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pour ne pas manquer nos prochaines émissions, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, laissez-nous un pouce bleu, un commentaire et mettez la cloche afin d'être prévenu dès la sortie. Nous sommes également disponibles sur toutes les plateformes de podcast. Rejoignez-nous sur Twitter @actu_fr avec le hashtag activiste au pluriel, ainsi que sur notre site actu.fr pour recevoir nos alertes articles et participer au concours de pronostics. Vous pourrez nous retrouver dans les journaux matinaux de notre partenaire France Bleu Normandie chaque jour de match. Retrouvez également 100% C'est les Marines du lundi au vendredi entre 18h et 18h30 avec Greg Godefroy, François Manoury et Théophile Pedrola, où vous pourrez gagner des places pour les prochains matchs du HAC au Stade Océane. Nous vous souhaitons une bonne soirée, à bientôt pour le prochain numéro des Activistes, et en attendant, allez le HAC et allez le HAC. Merci.